Bonsoir à tous, il est 19h, place à un nouveau journal d'information dans votre région Bourgogne. Ce soir, à cause du froid, nous vous invitons à faire attention aux dangers des lacs et des canaux gelés. La tentation est grande de profiter de ce qui ressemble à des patinoires naturelles, mais l'épaisseur de glace n'est pas suffisante pour supporter notre poids, exemple au lac Kyr à Dijon. Inquiétude à Corton, en Côte d'Or. La vente d'une colline au-dessus des parcelles viticoles préoccupe les vignerons voisins. Si le nouveau propriétaire décide d'abattre les arbres, cela pourrait avoir des conséquences sur la qualité du raisin. Jean-Pierre Papin a confirmé lui-même qu'il ne viendra pas entraîner la JOC. Ce n'est pas sa décision. Dernier épisode d'une communication médiatique ratée. Il ne cesse de s'en moquer à l'antenne, mais Vincent de Dienne est encore très attaché à sa Bourgogne natale. L'humoriste et chroniqueur a appris le théâtre à Chalon-sur-Saône dans son lycée. Il est venu à la rencontre des élèves et de ses anciens professeurs. Les cygnes et les canards sont les seuls à pouvoir tenter des figures sur les lacs gelés. C'est le fameux lac des cygnes. Les humains, eux, sont priés de rester au bord. Trop dangereux de s'y aventurer en ce moment. Une mise en garde au lac Kyr de Dijon avec Quentin César et Dalila Iberaken. Plutôt hésitant ou franchement inconscient. De nombreux promeneurs se sont aventurés sur la glace du lac Kyr ce matin. Plus ou moins lucides sur le danger encouru, chacun y va de son pronostic. Elle est bien gelée, bien épaisse. Ouais. Et je pense que... Mais je me suis pas aventuré trop loin parce que j'ai pas trop confiance non plus. Sur le bord, c'est pris, un peu. Mais je m'y risquerai pas. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me retrouver des pieds dans l'eau. Ou pire. Elle a l'air suffisamment épaisse, j'ai l'impression qu'elle fait plus de 20 cm d'épaisseur. Oui, elle a l'air solide en tout cas. Solide, ce n'est pas l'avis des autorités. Les pompiers ont bravé le froid pour nous avertir. La glace est fissurée, trop fine pour supporter le poids d'un homme. Nous ne sommes pas au Canada, la température n'est pas suffisante pour garantir une épaisseur de glace suffisante, donc n'y allez pas. Et surtout, si vous voyez quelqu'un en difficulté, prévenez sans tarder les secours. Face à ces téméraires aventuriers des glaces, la mairie a fini par réagir ce matin. Des panneaux d'interdiction ont été installés dans les parcs de la ville de Dijon, parfois même un peu précipitamment. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons sans doute pensé que le sens de la responsabilité des parents prévaudrait. Apparemment, ce n'est pas le cas puisque les familles n'ont pas hésité à s'aventurer, sans doute inconscientes des dangers réels. N'allez pas sur le lac avec vos enfants pour une photo. La vie de votre enfant est beaucoup plus importante. Bientôt la fin du froid de canard. Le redout est annoncé en fin de semaine. La glace devrait donc fondre progressivement. La Bourgogne respire mal, deuxième jour en alerte rouge aux particules fines sur l'ensemble des 4 départements. Les prévisions d'Atmosphère Bourgogne resteront en alerte maximale demain. Les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes souffrant d'asthme et les personnes de plus de 65 ans sont invitées à écourter ou différer leur sortie en extérieur. Et d'autres mesures viennent d'être prises d'ailleurs, notamment pour limiter les vitesses des voitures sur les grands axes routiers. Alors comment se décide le déclenchement de ces restrictions et comment nous sont-elles transmises? Élément de réponse avec Caroline Jouret et Romain Liboz. C'est ici, dans les locaux d'Atmosphère Bourgogne, à Dijon, que sont déclenchées les procédures d'information ou d'alerte communiquées aux préfectures en cas de pic de pollution lorsque les seuils sont atteints. Le seuil d'alerte peut être déclenché si les concentrations sont supérieures à 80 microgrammes par mètre cube sur une moyenne journalière ou si, pendant 2 jours, on dépasse les 50 microgrammes par mètre cube et si les prévisions ne sont pas favorables à la baisse des concentrations. En rouge, les zones les plus impactées, mais une carte plus affinée montre que les concentrations de particules fines sont moins importantes sur Dijon et sur Beaune qu'en Saône-et-Loire ou encore dans l'Yonne. Si le seuil d'alerte a été déclenché en Côte d'Or, c'est bien en raison de la persistance de la pollution. Nous respirons chaque jour environ 14 mètres cubes d'air chargés lors des pics de pollution de substances issues des rejets d'industrie, de chauffage ainsi que des transports. Quand le seuil d'alerte est franchi, des mesures d'urgence sont prises par arrêté préfectoral, des mesures d'interdiction et de restriction. L'arrêté que nous avons pris édicte 3 mesures principales. La première, c'est l'interdiction de brûler à l'air libre des déchets. La seconde, c'est l'interdiction d'utiliser le bois pour faire du chauffage. Et la troisième, c'est la limitation à 110 km/h sur l'autoroute.
Des dispositions complémentaires visent l'Agence régionale de santé afin que les mesures sanitaires soient renforcées envers les personnes les plus fragiles, le service départemental d'incendie et de secours, la direction départementale de la protection des populations et le rectorat afin de limiter les activités sportives en plein air. Enfin, les médias ont bien sûr leur rôle à jouer en termes d'information. Deuxième jour du procès de Pascal Jardin, accusé du meurtre de Christelle Blétry, il y a 20 ans à Blanzy. Les médecins légistes sont revenus sur les blessures retrouvées sur le corps de la jeune femme ainsi que sur les circonstances de sa mort. Des informations qui coïncident avec les aveux faits par Pascal Jardin avant qu'il se rétracte. Les précisions de Michel Gillot et Christophe Gaillard. Cet après-midi, c'est l'audition d'un médecin légiste, Madame François Purcell, qui a occupé les débats. De son analyse du rapport d'autopsie, elle conclut que Christelle Blétry est morte là où elle a été frappée de coups de couteau et que le corps n'a pas été déplacé. Et elle ajoute, ce qui est frappant pour moi, c'est la parfaite concordance entre les aveux de Monsieur Jardin et mes constatations. Maître Seban apostrophe alors l'accusé. Vous êtes fantastique, Monsieur Jardin. Vous nous dites que vous avez fait de faux aveux, que vous avez tout inventé et vous avez pondu une histoire qui correspond exactement aux constatations médico-légales. Dès ce deuxième jour, la version actuelle de l'accusé, une relation consentie et aucune responsabilité dans la mort de Christelle Blétry, cette version s'effrite. Ça ne peut être qu'un schéma qui a été mis en place avec ses avocats et c'est un schéma auquel il se tient depuis hier. Alors donc pour nous, théoriquement, je dirais qu'un petit peu la boucle est bouclée, à savoir qu'on devait faire la preuve de sa culpabilité. C'est lui qui vient de se la donner lui-même, sa culpabilité. On va attendre la fin du procès maintenant avec sérénité. Pour l'instant, Maître Laborderie et Grebeau, les avocats de Pascal Jardin, ne souhaitent pas répondre à des interviews. Ils le feront, disent-ils, le moment venu. Depuis 2 jours, en tout cas, les multiples détails, forcément sordides, sur la mort de Christelle, soumettent la famille Blétry à rude épreuve. Et puis, en ce moment même, la Cour entend les amis de Christelle, ceux qui ont partagé la dernière soirée de la jeune fille. La future carte scolaire se dessine en ce moment dans la région, avec son lot de mécontents venus manifester aujourd'hui à Dijon. En Côte d'Or, 134 établissements sur 600 écoles sont concernés par des ouvertures ou des fermetures de classes. Parmi les manifestants, des représentants des écoles d'Arnay-le-Duc ou Champollion à Dijon. Basis Djaouti et Léo Pierrard. Journée de manifestation au rectorat. Parents d'élèves, enseignants, élus, représentants syndicaux, ils sont une cinquantaine à occuper le hall. À l'origine de ce rassemblement, la prochaine carte scolaire avec son lot d'ouverture et de fermeture de classe. Pour la première année, depuis 5 ans, là c'est la 5e rentrée, on n'a aucun moyen supplémentaire. Ça veut dire que la directrice académique doit faire une répartition des moyens et à la fin, il faut que ce soit égal à 0. Donc il va y avoir des ouvertures, mais il va aussi y avoir des fermetures. Des délégations sont reçues pendant qu'un comité technique, présidé par la directrice académique, va arbitrer ouvertures et fermetures de postes dans le département. Une journée entière de réunions et dans le hall, l'attente. Ils sont venus de Fontaine Française, Magny-sur-Tille ou comme ici, pancarte brandie d'Arnay-le-Duc. Eux craignent des fermetures de classes. Si on nous enlève des classes, ça va faire des effectifs trop importants, plus de 30 élèves par classe. C'est pas ce qu'on attend en tant que parents. On a vraiment besoin que nos enfants soient pris en charge correctement. Stéphane Bény, lui, n'était pas au rectorat. Directeur de l'école Champollion à Dijon, il attend aussi beaucoup de la future carte scolaire. Son établissement est classé en réseau d'éducation prioritaire, compte 10 classes et enregistre chaque année de nouveaux inscrits. Pour la rentrée prochaine, il espère un poste supplémentaire d'enseignant et l'ouverture d'une 11e classe. On se situe dans le quartier des Grésilles, donc un quartier qui est relativement difficile, qui cumule à la fois les difficultés pédagogiques, les difficultés d'éducation, les difficultés sociales. Donc c'est très important pour nous d'avoir des effectifs réduits pour pouvoir assurer notre enseignement correctement. L'école de Champollion, comme celle d'Arnay-le-Duc, devrait en savoir plus dans 15 jours. Le rectorat communiquera alors ouvertures et fermetures de postes d'enseignants à la rentrée prochaine en Côte d'Or.
Les chiffres du chômage pour le mois de décembre viennent d'être publiés tout à l'heure. En France, il a augmenté de 0,8%. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est une hausse également, Arnaud. Plus 1% le mois dernier, soit 129 850 demandeurs d'emploi. Une hausse de 1270 personnes comptabilisées donc en plus par Pôle emploi. Dans le détail, les 4 départements bourguignons, la plus forte hausse est pour le département de Lyon, plus 1,6%. Viennent derrière la Saône-et-Loire avec plus 1,1, plus 0,6 en Côte d'Or et plus 0,1 dans la Nièvre. Ces chiffres représentent un faux pas dans un contexte globalement plus favorable. Ces 3 derniers mois dans la grande région, le chômage a reculé de moins 1,6%. Sur un an, la baisse est de moins 4,7%. Et là, c'est mieux qu'au niveau national où nous avons enregistré une baisse de 3%. Merci Arnaud. Eux ont réussi à créer leur emploi et leur propre entreprise. Voici ce soir un portrait croisé de 3 nouveaux patrons. Objets connectés, réalité virtuelle, ils ont parié sur les dernières évolutions technologiques. Laurent Ducrozet et Sébastien Poirier. C'était un défi un peu osé, mais pour Stéphane Janin, c'est certain, il y avait un créneau à prendre dans le secteur pourtant très concurrentiel de la location de véhicules. Lui s'est spécialisé dans les minibus, avec ce petit plus qui fait la différence. Concrètement, si vous souhaitez pour un week-end partir en famille pour découvrir un parc d'attractions ou encore découvrir un vignoble, que sais-je, eh bien le véhicule vous sera déposé au pied de votre domicile et repris au pied de votre domicile par Flexi. À terme, sa flotte devrait atteindre une 60aine de véhicules. Il espère donc bientôt pouvoir embaucher du personnel. Être créateur d'emplois, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse moi au premier chef, pouvoir créer mes équipes, participer activement au développement sur Besançon en plus. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Sa passion à lui, c'est la réalité virtuelle en 3 dimensions. Mais Alice Soumaré ne se contente pas de créer des univers artificiels. Sa start-up modélise à la demande la maison de vos rêves. Les professionnels voient de plus en plus la valeur ajoutée que ça apporte. Surtout au niveau de l'immobilier, quand on vend quelque chose qui n'existe pas, on a besoin de se projeter, d'avoir ce sentiment de volume. Et à l'heure actuelle, il n'y a que la réalité virtuelle qui peut l'apporter. Et l'idée, c'était aussi que vous deveniez votre propre patron. Tout à fait, oui. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que je comptais faire au moins une fois dans ma vie. Eux ont décidé de miser sur les objets connectés et même fait le pari d'une boutique en plein centre-ville. Lina et Vincent étaient salariés chez Parkéon. Ils sont aujourd'hui indépendants. On pensait qu'on aurait beaucoup de difficultés avec les banquiers. Et finalement, ce n'était pas du tout les personnes les plus difficiles à convaincre. Parce que je pense que notre projet tenait la route. Des créateurs d'entreprises qui, comme d'autres, entendent bien développer leur activité. Des entrepreneurs audacieux qui ont tous été soutenus par le réseau associatif BGE. En Côte d'Or, la colline de Corton va bientôt changer de propriétaire, ce qui préoccupe fortement les élus et les vignerons de la commune. Ils s'étonnent de ne pas connaître le nom du futur racheteur prêt à verser 1 million d'euros pour l'acquisition de cette colline. Mais ils craignent surtout que ce nouveau propriétaire fasse disparaître le bois au détriment des parcelles viticoles reconnues comme les plus prestigieuses de Bourgogne. Gabriel Talon et Isabelle Rivière. C'est un paysage emblématique de la Bourgogne, la colline de Corton. Sur ses coteaux, des vignes de Grand Cru. Au sommet, un bois de 66 hectares. Son propriétaire, le groupe Bégeot, a décidé de le vendre. La rumeur parle d'un mystérieux acheteur prêt à le payer 5 fois sa valeur. On est inquiet parce qu'il y a une opacité autour de cette opération. Donc s'il y avait de la transparence, les choses seraient beaucoup plus simples et on verrait si on aurait raison de s'inquiéter. À la mairie d'Alox-Corton, c'est presque une réunion de crise. Autour de la table, les maires des communes qui jouxtent la colline et les représentants des appellations d'origine contrôlée. Ils tiennent à conserver le bois en l'état. Toute modification pourrait avoir une influence sur les vignes alentours. La vigne plantée en chardonnay à cet endroit est précisément là parce que c'est un peu plus frais. Le bois régule l'humidité, il y a de l'eau qui s'infiltre dans le sol, qui rejaillit un peu plus bas dans la roche-mère. Donc le bois fait partie du terroir. Présente également, la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement se veut rassurante. La finalisation d'un plan local d'urbanisme est en cours. Il créera un espace boisé classé et d'ici là, d'autres garanties existent.
Aujourd'hui, le droit applicable, c'est le code forestier, puisqu'il n'y a pas d'espace boisé classé pour le moment et il n'y a pas de protection autre. Et le code forestier interdit tout défrichement sans autorisation. Donc aujourd'hui, on a les moyens d'intervenir pour lutter contre les défrichements. Un dossier de classement du site est également en cours, mais il n'aboutira pas avant 3 ans. Pour ce qui est de l'acheteur et de ses intentions, le mystère reste entier. 19h15, restez sur France 3. Voici ce qui va suivre dans les prochaines minutes. Jean-Pierre Papin à la JOCR, cette fois, c'est bien terminé. L'ex-international le regrette. Le club parle pudiquement de conditions non réunies pour sa venue. L'humoriste Vincent de Dienne se produit désormais seul sur scène, mais ce défenseur des options théâtre au lycée n'a pas oublié ses débuts en Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône. Il y est revenu et nous y étions. Des milliers de films anciens stockés par la Cinémathèque de Bourgogne, faute de locaux pour accueillir son trésor à Dijon. L'association déménage et s'installe dans la Nièvre. C'est donc la fin de 2 semaines de pagaille et d'agitation à l'AJA. Jean-Pierre Papin ne sera pas auxerrois. L'épilogue d'une longue série de spéculations autour de sa venue au club. Le Ballon d'Or a déclaré sur les réseaux sociaux que cette décision était celle du club uniquement. Explication avec Johan Etienne et Claude Eudes. Après plusieurs jours de silence radio, c'est par voie de communiqué que la direction du club a choisi d'annoncer la nouvelle. C'est officiel, Jean-Pierre Papin ne viendra pas à Auxerre. La GIA constate que les conditions nécessaires ne pourront pas être réunies pour la mise en œuvre du projet sportif. Une information que le Ballon d'Or a dévoilée dès dimanche sur son compte Facebook. Désolé, je ne peux communiquer sur le sujet. Je ne viendrai pas à Auxerre, mais pas de ma décision. C'est donc la fin d'un long feuilleton débuté le 11 janvier. JPP est annoncé dans la presse comme directeur sportif et ambassadeur de la GIA. Mais le 12 janvier, dans un entretien accordé à beIN Sport, il annonce avoir signé un protocole d'accord pour devenir entraîneur. Cette annonce provoque un véritable tollé au sein du club. Les membres de l'association AJA, Guérou en tête, considèrent son arrivée comme entraîneur inappropriée. Puis c'est au tour de la DNCG de s'en mêler. Après avoir constaté que le contrat entre l'AJA et Jean-Pierre Papin n'était toujours pas signé, le gendarme financier du football français aurait conseillé aux dirigeants de ne pas le faire signer. Pour le moment, JPP n'a pas souhaité commenter cette décision. Quant à la direction du club, elle est toujours en quête d'un directeur sportif et n'a pas souhaité s'exprimer sur ce point. Foot toujours, DFCO au PSG, le match de Ligue 1 du 4 février se jouera à guichet fermé, plus une place disponible. Je vous rappelle que ce match événement sera aussi celui de l'ouverture d'une partie de la nouvelle tribune du stade Gaston Gérard. Partout où il passe, les salles affichent complet. L'humoriste bourguignon Vincent de Dienne présente en ce moment son spectacle « S'il se passe quelque chose ». Il est au Trianon à Paris ce soir, à Chalon-sur-Saône le 10 février. Chalon, où sa carrière sur les planches a commencé au lycée Hilaire de Chardonnay, option théâtre. Il y est revenu tout récemment pour revoir ses profs et rencontrer les élèves. Gabriel Talon, Dalila Beraken et Vincent Grandemange. Ah, ça fait plaisir. Bah, écoute, je suis content de te voir. Bah, très bien, écoute. Même si je te vois régulièrement par médias interposés, mais je suis très content de vous voir. Ça fait trop plaisir. Vous allez bien ? De retour dans son lycée 15 ans après, la traversée du hall principal ne se fait désormais plus sans quelques selfies. S'il y a bien une réception en petit comité avec certains de ses anciens profs, il ne faut pas s'y tromper. Il n'est pas revenu pour se faire dresser une couronne de laurier, mais pour défendre l'option théâtre. Dès que j'ai l'occasion de dire à quel point c'est important et à quel point c'est nécessaire, oui, ça, je suis pas très grande gueule, mais là, sur le sujet, je veux bien l'être. Depuis 17 ans, Hilaire de Chardonnay propose l'option obligatoire théâtre. Ils ne sont que 3 lycées en Bourgogne à offrir cette possibilité. Chaque élève rejoint ce cursus avec un désir qui lui est propre, mais pour le satisfaire, il est obligé de tenir compte de celui des autres. Voilà, et toi aussi. Et montre-nous, voilà, démonstration. Nous avons, vas-y. Vous avez pour vous aussi, vous avez pour vous 3 passions toutes puissantes sur le beau sexe. Finalement, ça sert à quoi le théâtre? Pas à grand-chose. Par contre, aimer travailler en équipe, œuvrer pour un projet collectif sans forcément le petit souci de sa petite personne, ça c'est important en société, non? C'est un beau projet de société quand même, travailler avec plaisir, avec les autres et pour soi, pour faire une œuvre collective. Monsieur. Avec des textes souvent difficiles à maîtriser et des questions de mise en scène à résoudre, l'option théâtre est exigeante.
Ces élèves sont parfois amenés à se faire violence pour parvenir à proposer une prestation claire et pertinente. Ils ne doivent surtout pas hésiter à se mettre à nu. Avant, j'étais très timide, très réservée, et ça m'a vraiment permis de m'exprimer énormément. Et surtout de découvrir, c'est vraiment c'est un endroit, déjà ici, c'est un endroit où il n'y a pas de tabou, on peut parler, on peut s'exprimer. Et ça m'a apporté une confiance en moi énorme par rapport à celle que j'avais avant. Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on m'a donnée était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit... Certains d'entre eux rêvent de faire de la comédie leur métier. Pour y parvenir, il leur faudra beaucoup de persévérance, mais c'est possible, à l'image de Vincent de Dienne qui les a précédés dans cette salle de classe. Pouvoir me promener comme ça et vivre de mon métier, de ma passion, oui, c'est ça. Je croisais les doigts à cette époque-là pour que ça m'arrive. Paris réussi pour l'enfant de Cruzy dans le Mâconnais et pour le lycée Hilaire de Chardonnay qui n'a pas fini de permettre à des adolescents de se révéler. Cruzy, Mâcon, la Saône-et-Loire est souvent citée dans le spectacle de Vincent de Dienne, avec un peu d'ironie et beaucoup d'affection aussi. Alors sur le site internet de France 3 Bourgogne, retrouvez l'intégralité de l'interview de Vincent de Dienne. Changement d'adresse et même de département. La Cinémathèque de Bourgogne a définitivement quitté la Côte d'Or pour Arleux, dans la Nièvre. L'association de conservation de bobines de films n'avait plus l'espace nécessaire à Dijon. En plein milieu du Morvan, c'est aussi l'occasion de faire rayonner le cinéma en milieu rural. Rémi Chiden et Tania Gomez. Un premier camion pour une nouvelle ère. Bobines, affiches, documents. Une partie seulement des collections régionales de la Cinémathèque a fait le voyage. Un déménagement rendu nécessaire par les conditions de conservation à Dijon. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Il y a beaucoup de films. Il y a plus de 10 000 films. Il y a beaucoup de projecteurs, beaucoup d'appareils, beaucoup de caméras. C'est un musée. L'association avait donc besoin d'espace. C'est au premier étage du Cornemuse à Arleux qu'ils l'ont trouvé. Un café et lieu culturel qui accueillait déjà musique et théâtre. Le cinéma, prolongement naturel. Ça s'est fait comme ça et je pense que c'est une bonne chose, à la fois pour lui et puis pour le Morvan aussi. Automatiquement, il va y avoir des journalistes, il va y avoir des chercheurs, il va y avoir des étudiants, il va y avoir plein de monde qui va tourner autour de cette cinémathèque et ça sera d'autant plus intéressant pour nous, intellectuellement parlant. Progressivement, le lieu devrait accueillir la totalité des collections, mais pour la cinémathèque, pas question que ce ne soit qu'un stockage. Ça, c'était des programmes, en fait. C'est des programmes pédagogiques qui comprenaient alors, des courts-métrages, des documents pédagogiques, des films d'animation. Nous, on ne croit pas du tout à l'idée d'archives mortes. On pense que le stockage va avec l'idée de vie. On veut que l'ensemble des élèves, l'ensemble des étudiants, l'ensemble des personnes qui sont autour du Cornemuse puissent bénéficier de ces collections. On compte créer une école de la projection, une école de la pellicule. On compte faire venir les mêmes réalisateurs qu'on a fait venir à Dijon. En attendant, toute personne amenée à faire un trajet entre Dijon et le Morvan peut contribuer au déménagement. Objectif, finir l'installation avant le 4 mars, la date d'une grande fête du cinéma pour s'approprier les lieux. Dans l'actualité, à l'agenda de demain, ce procès dit des fausses étiquettes de Romanée Conti, Arnaud. Un préjudice estimé à près de 2 millions d'euros. 2 Italiens et un Russe ont été arrêtés en 2013 pour avoir estampillé du nom prestigieux 9000 bouteilles de bien moindre qualité. Ils ont reconnu les faits. Restez sur France 3, comme chaque soir, la météo dans quelques instants. Des flocons de neige sont à nouveau tombés cet après-midi. Et puis le retour de l'information dans l'édition nationale. Carole Gessler reviendra elle aussi sur les chiffres du chômage. 26 100 demandeurs d'emploi en plus en France en décembre. Nous en parlions tout à l'heure avec les chiffres dans notre région. Mais globalement, la courbe s'est bien inversée en 2016 et c'est une première depuis 9 ans. L'émotion et l'attente des victimes d'AZF. Le 3e procès de la catastrophe s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Les familles redoutent un débat d'experts alors qu'ils espèrent, eux, faire établir la responsabilité du groupe Total. Pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Internet pour voir ou revoir nos reportages et nos journaux. L'information en Bourgogne revient dans le Grand Soir 3 tout à l'heure. Rendez-vous également demain à midi et 19h. Très belle soirée à tous sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.